nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Christian Chesneau, qui devait venir aussi avec Georges Malbruno, qui a été retenu pour des raisons professionnelles. Vous savez aujourd'hui que c'est l'anniversaire de la révolution en Iran. Et d'ailleurs, Christian Chesneau a eu la gentillesse de reporter son séjour en Iran pour honorer son engagement, pour être avec vous ici aujourd'hui, parce qu'il aime beaucoup le public niçois. Donc, je vais tout de suite lui laisser la parole. Et juste avant ça, nous avons le plaisir de vous présenter un petit film qui est la présentation d'un documentaire, puisque vous savez que cette conférence a pour thème le Qatar, le financement du Qatar. Et donc, il y a eu un livre d'écrit de Georges Malbruno et Christian Chesneau, que vous pourrez bien sûr vous procurer à la sortie de cette conférence, et un documentaire qui est déjà passé sur Arte et qui va repasser à plusieurs reprises au mois de mars. Donc voilà, on va voir la présentation de ce documentaire, et ensuite Christian Chesneau va vous parler de tout ça avec la passion et le talent qui sont les siens. Voilà, je vous remercie infiniment d'être là et je vous souhaite une très belle conférence. L'argent du Qatar ou du Koweït est-il réellement donné sans condition ? À Paris, un agent des services de renseignement français en doute fortement. Il a accepté de nous rencontrer, mais a tenu à garder l'anonymat. Il nous explique le détail de ce financement. Le financement de la mosquée, ça passe par différents organismes. Début 2017, les sommes qu'il y avait sur le compte, il y avait 984 000 le 2 février, 1 123 000 le 2 février, 1 139 000 le 23 et 1 105 000. Ça, c'est chaque fois des dons. Hein. Ça, c'est en 2017. 2017. Mais les dons viennent d'où? Du Qatar Charity. Bon, il y a forcément 5 millions. 5 millions d'euros Environ. Qui s'ajoutent aux 5 millions moi, que j'ai là de 2016. Là. C'est ça. Pour vous, ça fait pas de doute, c'est frères musulmans. Oui, totalement. Ah ouais, t'as toujours été. Selon cette source sécuritaire, la mosquée An-Nour de Mulhouse est reliée à la mouvance Frères musulmans. On va parler du Qatar et du livre et de ses Qatar Papers. La première chose que je dirais, c'est que c'est un peu le troisième volume d'une trilogie qu'on a commencé avec Georges, c'était en 2013. On avait commis un premier livre sur le Qatar qui s'appelait Qatar, les secrets du coffre-fort, qui était un peu une radioscopie de ce pays, cet étrange pays, immensément riche. Donc il était sorti en 2013. Et voilà, à l'époque, personne ne connaissait ce pays. C'était vraiment une énigme. On connaissait l'Arabie Saoudite, les Émirats, mais le Qatar, personne n'en avait jamais entendu parler. Et dans ce premier livre, ce premier volume, on montrait que ce pays avait une vision, avait beaucoup d'argent, beaucoup de cash qui était lié en fait au gaz. C'est-à-dire que le Qatar est riche parce qu'il y a du gaz, une poche de gaz qu'il partage avec l'Iran. Et ce sont des milliards et des milliards de dollars accumulés pour un pays qui est minuscule. C'est-à-dire que le Qatar, je crois que Nice, c'est à peu près 500 000 habitants avec sa métropole. Le Qatar, c'est 300 000 habitants, des locaux. Donc il faut imaginer un pays... à l'époque, parce qu'ils ont un peu moins d'argent, qu'il y avait 50 milliards de dollars à dépenser par an. Comme si une ville comme Nice avait 50 milliards à dépenser. Donc ils auraient pu faire beaucoup de tramways. Et donc, ce qui se posait à l'émir, c'était, en se rasant le matin, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Alors, ils ont investi beaucoup dans le sport, dans les entreprises, dans le tourisme, dans plein de domaines. À l'étranger, ils ont construit leur pays. Et c'est vrai qu'à l'époque, on parlait de soft power. Un soft power sportif, économique, politique. Et dans ce premier livre, j'allais dire, on était un peu passé à côté de sa dimension religieuse, qui n'était pas forcément très voyante. Et d'ailleurs, quand on interrogeait les responsables, les officiels qatariens, ils disaient, nous, la religion, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exister, c'est de construire notre pays, et de rayonner, parce que, encore une fois, c'est un tout petit pays qui est situé juste à côté de l'Arabie Saoudite, donc le grand pays de la région, et en face l'Iran. Donc c'est vraiment un tout petit pays entouré de géants. Donc là, dans ce premier livre, on avait vraiment détaillé ce que c'était le Qatar, ses ambitions, d'où il venait, qui étaient ces gens. Et puis après, 3 ans après, on a fait un deuxième volume, un deuxième opus,
nos très chers émirs. Nos très chers émirs, où on parlait du Qatar, mais pas seulement. On parlait aussi beaucoup d'Arabie Saoudite, des Émirats. Et le livre avait fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était en 2016, parce que le Qatar, et notamment son ambassadeur à Paris, on avait eu des sources, avait pas mal arrosé la classe politique française, des députés, des sénateurs, des petits cadeaux, etc. Il y avait eu ce qu'on appelait la diplomatie du carnet de chèques, et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et puis, dans ce même chapitre, on avait fait un chapitre sur l'Arabie Saoudite, sur le wahhabisme, sur l'exportation justement du salafisme. Et à l'issue de ce deuxième livre, donc en 2016, on pensait en avoir fini avec ce pays, on pensait passer peut-être à autre chose. Et puis finalement, on a eu un lanceur d'alerte qui nous a remis une clé USB contenant des milliers et des milliers et des milliers de documents. Documents en arabe, en anglais, en français, enfin dans toutes les langues. Et donc on était assez interpellés, surpris. D'autant plus que ces documents, donc ce sont ces fameux Qatar Papers qu'on publie, en fait révélaient le soft power religieux du Qatar, qu'on avait largement passé sous silence, ou en tout cas c'était largement passé sous les radars. Parce que, comme vous savez, en France et en Europe, en tout cas, l'islam est financé, ou en tout cas aidé traditionnellement par ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie. D'ailleurs, vous avez encore en France des imams qui sont payés par l'Algérie et le Maroc, mais ça, c'est au grand jour. Le ministère de l'Intérieur est au courant, il n'y a rien de secret. Et puis, vous avez eu, dans les années 70-80, l'Arabie Saoudite qui a déversé tous ses pétrodollars pour construire des grandes mosquées dans l'Europe. Je pense à la mosquée de Rome, à la mosquée d'Évry-sur-Seine, Bruxelles, Genève, voilà, et qui a vraiment fait la promotion du salafisme, du wahhabisme, donc c'est-à-dire un islam rétrograde et très conservateur, voilà. Et donc, quand on découvre ces documents, et on s'aperçoit que le Qatar, lui aussi, finalement, s'est lancé dans un projet, j'allais dire, de prosélytisme religieux, parce que qu'est-ce qu'il y a dans ces papers? C'est-à-dire qu'on trouve des lettres, des emails, des chèques, des relevés bancaires, de la documentation, et on s'aperçoit que sur une dizaine d'années, je dirais la décennie 2010-2016, au moment où on a la clé, le Qatar, via une ONG, donc on en parle un petit peu dans le petit film, via Qatar Charity, qui est la grande ONG du Qatar, s'est lancé dans une entreprise de financement d'associations, de mosquées, de centres culturels, de personnalités dans toute l'Europe. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On savait qu'il pouvait y avoir une influence du Qatar sur certaines mosquées, certaines personnes. Vous savez que le Qatar était très proche de Tariq Ramadan. On sait que Tariq Ramadan a été financé par le Qatar, notamment sa chaire à Oxford, par la chaire à Mosal, la femme de l'émir du Qatar père. Mais on était loin de se douter de ce système, parce qu'on découvre un véritable système, environ 140 projets de mosquées, de centres culturels ou d'associations dans toute l'Europe, dans des lieux parfois très symboliques et puis très surprenants. L'île de Jersey, Lugano, le Grand Nord norvégien, l'Ukraine, la Pologne, la Suisse et la France évidemment, beaucoup en Italie, donc vraiment un vaste réseau de centres culturels, mosquées. Et ça évidemment, ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit c'est quand même bizarre, et donc on a voulu vraiment gratter et aller au-delà de ce qu'on a eu comme document, c'est-à-dire de faire une contre-enquête, d'utiliser ces documents, d'aller voir à la source, c'est-à-dire on a fait toutes les mosquées, enfin beaucoup de mosquées en France et en Europe, pour voir évidemment de quoi il s'agissait, de confronter aussi ceux qui avaient reçu de l'argent, parce que globalement,
quand vous interrogez, effectivement, vous allez dans les mosquées, etc., on ne connaît pas le Qatar, on n'a jamais rien touché, on est tous frais, etc. Et quand vous leur montrez, vous verrez dans le film, si vous avez l'occasion de le voir, quand vous montrez les documents, les gens sont un peu surpris parce qu'on leur montre l'échec. Donc ils peuvent dire, oui, c'est ma signature. Et donc, ça nous a interpellés. Et l'autre chose, c'est que là, c'est pour ça que l'extrait est intéressant, c'est que là, on a vraiment compris la mécanique entre les frères musulmans et le Qatar. Parce que c'est vrai que, pour faire simple, il y a deux grands courants dans l'islam. Vous avez les frères musulmans et puis les salafistes ou wahhabites qui sont encore plus rétrogrades, mais les frères musulmans sont, entre guillemets, les plus modérés. C'est une confrérie qui est née en Égypte en 1928 et qui est, je dirais, le porte-drapeau de l'islam politique. C'était Hassan el-Banna qui était son fondateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers de ces papers, on a remonté finalement l'ADN du Qatar par rapport à ce mouvement. Et notamment, on l'a compris, enfin on le savait, mais on a mis en avant que, effectivement, quand les frères musulmans sont chassés d'Égypte par Nasser dans les années 60, où est-ce qu'ils se réfugient? Beaucoup dans le Golfe, et puis certains en Europe, en Suisse et en Allemagne. Et certaines têtes pensantes, comme le fameux Cheikh Qaradawi, vous avez peut-être entendu parler, qui est un peu, entre guillemets, le pape de l'islamisme politique, lui, il s'installe au Qatar. Et là, il va fonder la première université islamique au Qatar, il va mettre la main sur des programmes éducatifs et surtout, il va être très proche de la famille royale, la famille El Thani. Et donc, il y a une espèce de connivence, d'interaction qui va naître et puis surtout qui va prendre une ampleur énorme avec Al Jazeera, la fameuse chaîne du Qatar, qui est créée en 96 et qui va être une révolution médiatique dans le monde arabe. Et là, le fameux Cheikh Qaradawi va avoir une tribune hebdomadaire avec une émission qui s'appelle La Charia et la vie, où là, effectivement, il est vu par 40 millions de téléspectateurs. Donc c'est pas rien, c'est quand même quelqu'un qui a de l'influence, qui donne des fatwas. Et donc, on va retrouver ça dans nos Qatar Papers. On a même des lettres signées de Qaradawi qui dit il faut soutenir cette mosquée en Italie, par exemple. Donc on a une interaction avec ce pays et ses frères musulmans qui finalement vont déborder et débordent en Europe. Et c'est ça qui est un peu, encore une fois, la surprise et ce qui nous a étonnés, c'est-à-dire c'est pas simplement on finance une mosquée comme ci, par-ci par-là, comme ça, un projet, c'est que là on a vraiment une vision globale, une vision européenne, un réseau alors c'est très intéressant, c'est pas tellement pour islamiser les non-musulmans, mais c'est d'abord, la première cible, ce sont les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a cette perception qui est assez d'ailleurs intéressante, c'est que vu de Doha, les musulmans d'Europe, qui sont maintenant la deuxième religion d'Europe, deuxième religion de France, deuxième religion d'Europe, donc c'est des millions de personnes, vu de ces gens-là, de Doha et des islamistes, ils ont peur que les musulmans en Europe perdent finalement leur identité musulmane. Et que finalement, il y a une sorte de dissolution dans l'Europe laïque, libérale, etc. Et donc, on va mobiliser l'argent du Qatar pour irriguer une sorte d'écosystème dans toute l'Europe pour que les musulmans, encore une fois, le projet est d'abord destiné aux musulmans, j'allais dire, se réislamisent. Et donc, on va créer des centres, et d'ailleurs, le centre, là, vous avez vu, là, El Nour à Mulhouse, qui est le plus grand centre en Europe. C'est-à-dire que ça va être la plus grande mosquée, une mosquée qui fait quand même 30 millions d'euros. Donc c'est quand même un mastodonte. Il y aura 3 ou 4 000 fidèles qui pourront venir prier, mais ce n'est pas simplement une mosquée. Et c'est pour ça que le type des renseignements dit c'est vraiment les frères musulmans. C'est-à-dire qu'on construit une mosquée très grande, parce qu'autour il y a un bassin de population, c'est aux 3 frontières, la Suisse, l'Allemagne et la France, donc un bassin de population d'au moins 200 000 musulmans, qui est aussi un centre de vie. Et c'est ça, je dirais, la patte des frères musulmans, c'est qu'on ne construit pas simplement une mosquée, les gens vont prier, tranquille, et il ne se passe rien et c'est fini. On crée un centre de vie où vous allez avoir une bibliothèque, des salles de classe, une piscine à hammam, restaurant, il peut y avoir aussi un centre culturel, enfin voilà, vraiment quelque chose qui permet de dépasser le simple cadre de la mosquée. Et donc ça, c'est la patte des frères musulmans, et on va le retrouver, et quand on regarde nos papers, les grands centres en Europe sont sur ce modèle-là.
c'est Rome, c'est Mulhouse, hein, c'est Amsterdam, c'est Berlin, et c'est Sheffield en Angleterre, et donc vous avez ces centres qui essaiment un peu partout. Alors, vous allez me dire, pourquoi le Qatar fait ça? Parce qu'effectivement, c'est un pays qui n'a pas de légitimité religieuse, à la différence de l'Arabie. On pourrait dire l'Arabie Saoudite, c'est la terre sainte, les Médines, la Mecque, la terre de l'islam. Le Qatar, c'est une péninsule de désert. L'émir est simplement un bédouin, j'allais dire, qui a réussi, une tribu qui a réussi, mais qui n'a aucune légitimité religieuse, comme pourrait l'avoir à la limite le roi du Maroc ou le roi de Jordanie, en se disant on descend du prophète, etc. Et donc là, il y a cette rencontre en fait d'opportunisme, c'est-à-dire, et ça c'est comment dire, peut-être le péché mignon du Qatar, c'est-à-dire qu'ils ont tellement d'argent qu'ils pensent qu'ils peuvent à la fois acheter tout le monde et influencer tout le monde. Et donc, et d'ailleurs, ça va se voir au moment des révoltes arabes, où le Qatar va aider tous les révolutionnaires, tous les protestataires dans le monde arabe, surtout les frères musulmans, voire les plus extrémistes. Et alors, ce qui peut poser problème, c'est que le fameux Cheikh Qaradawi, qui est un peu un des fils rouges du livre et du film, hein, vous verrez, d'ailleurs qui a des propos, on dit l'islam modéré, etc., mais quand vous l'entendez, il vous dit que en islam, le mari peut battre sa femme, les juifs, il faut les passer, Hitler n'a pas fini le travail, ou que les gays et les homosexuels, il faut les balancer du toit d'un immeuble. Enfin, c'est quand même des propos, et on les a dans le film et on les met dans le livre, ça date d'il y a 10 ans. C'est pas quelque chose, voilà. Donc c'est quand même, derrière il y a quand même une idéologie qui est quand même très problématique, hein. Et ben pendant ces printemps arabes, vous avez ce Cheikh Qaradawi qui à un moment donné, en 2013, organise une grande conférence au Caire, invitant tous les musulmans de la planète à faire le djihad en Syrie. Et on a été en Belgique. Et il y a les services belges qui nous ont dit, mais nous, ça nous pose problème, parce qu'à ce moment-là, il y avait des représentants musulmans de Belgique qui étaient à cette conférence. Donc après, quand vous lancez des appels au djihad partout, vous avez des gens qui partent de France, de Suisse, et qu'on retrouve en Syrie. Voilà. Donc, c'est une idéologie, effectivement, qui pose beaucoup de questions. L'autre question, c'est aussi ce qu'on appelle le communautarisme. Parce qu'évidemment, quand vous créez ces centres de vie, moi, encore une fois, j'ai visité pas mal de ces centres, hein, c'est presque une contre-société. C'est-à-dire que vous construisez quelque chose à côté, j'allais dire, de la République et des instances nationales. C'est-à-dire que moi, notamment, j'ai été à Dessines, dans la banlieue de Lyon, c'est là où il y a le stade de Gerland, l'ex-stade de Gerland, le grand stade de foot. Et ben juste à côté, vous avez ce centre qui est à la fois une mosquée, salle de classe, etc., qui a coûté à peu près plus de 4 millions d'euros. Alors on vous dit toujours c'est les fidèles qui ont payé. Voilà, enfin, les fidèles ils ont bon dos. Mais et là, moi j'ai discuté avec les autorités locales et ils disaient, au départ ça part peut-être d'un bon sentiment, parce que c'est vrai que nous on le dit dans le livre, les musulmans doivent pouvoir prier dans des lieux dignes et normaux. Je veux dire, c'est pas normal qu'ils prient dans des caves ou des garages, des espèces de trucs. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait des lieux de culte dignes. Mais le problème c'est que, encore une fois, dans cette idée des frères musulmans de rayonner, eh ben le responsable de ce centre à Dessines commençait à monter un espèce de service d'aide sociale, c'est-à-dire que pour court-circuiter la mairie. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, l'idée, c'est, encore une fois, on crée sa société, et à côté, finalement, vous n'avez plus besoin d'aller à la mairie ou voir l'État français, puisque nous, on va vous aider, on va vous donner des allocations, etc. Donc, la maire a mis le holà quand elle a découvert ça. Mais c'est vrai que c'est toujours, problématique, parce qu'il y a une forme, on teste les lignes, quoi. C'est-à-dire que si on dit rien, et il y a des espèces de faits accomplis qui se font. Donc c'est pour ça que derrière ça, il y a une pratique qui est problématique, parce que, encore une fois, c'est quand même le vivre ensemble qui est en jeu. Et donc quand on voit que ça se multiplie dans toute l'Europe, parce qu'encore une fois, quand vous verrez le livre, on a les cartes, on a les tableaux, etc. C'est pas simplement, encore une fois, un petit projet, c'est un grand projet à l'échelle européenne, encore une fois, dans des lieux qui sont très surprenants, hein. Alors, ça, c'est la période, j'allais dire, le moment, et d'ailleurs cette période correspond où le Qatar a le plus d'argent. Là où l'émir c'est pas quoi faire de son argent, et donc il y a ce côté. Alors ils vont passer, ça c'est intéressant, par une ONG qui s'appelle Qatar Charity,
qui, à première vue, est une ONG comme toutes les ONG, c'est-à-dire que c'est comme Médecins du Monde, hein, c'est comme Oxfam, c'est-à-dire qu'ils construisent des puits dans le désert, ils aident les gens pour des médicaments ou quand vous avez des sinistres, des tremblements de terre ou des réfugiés, mais à côté de ça, vous êtes toute cette partie un peu sombre, cachée. Évidemment, le Qatar ne s'en vante pas, parce que quand nous, on les interroge, et d'ailleurs vous verrez dans le film et dans le bouquin, ils disent, mais nous, la religion, on ne touche pas, hein, c'est pas nous, hein, je veux dire, et surtout, ils vous disent, donnez-nous les preuves. Comme ça. Alors nous, on leur a apporté les preuves. Donc effectivement, c'est un peu, on les a mis devant leur contradiction, parce que ce qui est aussi intéressant dans ces papers, c'est qu'il y a une forme de double discours. Le double discours, c'est-à-dire, encore une fois, chez ces frères musulmans, hein, le livre, on n'est pas sur les musulmans en général, on n'est pas sur les croyants, qui sont d'ailleurs pas tous frères musulmans, hein, je veux dire, voilà, mais en tout cas, sur ce noyau dur de militants d'islam politique, vous avez un discours en français très sympathique, c'est-à-dire que voilà, tout est clair, on est tous frères, on est pour la coexistence. Et puis c'est vrai que quand vous prenez des documents en arabe, voilà, là vous avez un autre discours. Et vous avez des choses qui sont moins ragoûtantes. Et donc c'est vrai que ce discours, et nous c'est ce qu'on voit, ce qu'on pointe un peu dans le livre et dans le film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire, c'est où est la vérité. Et il y a un moment donné, effectivement, l'imam de Poitiers, par exemple, on l'a un peu pris la main dans le sac, c'est-à-dire que Poitiers, c'est une des plus grandes mosquées de France, hein, construite par le Qatar. Et donc l'imam, on lui demande d'abord, d'abord, est-ce que vous avez touché de l'argent du Qatar pour financer? Il dit, non, jamais, non, mais nous, on a les fidèles, j'ai jamais été, etc. Et puis, on lui montre le chèque, effectivement, qu'il a reçu. Il dit, ah bah oui, c'est bien moi, c'est bien votre compte, donc vous avez bien touché. Ah bah oui, je m'en souviens plus. Bon, c'est un peu gênant. Et puis aussi, là où on l'a aussi attrapé sur le double langage, c'est qu'il avait fait une espèce de, et ça on peut le voir sur Internet, vous pouvez le retrouver, cette Qatar Charity faisait des vidéos de propagande. Et dans une vidéo de propagande en arabe, l'un des prédicateurs du Qatar qui est venu faire un peu la tournée des popotes dans toute l'Europe pour faire, distribuer de l'argent, etc. L'imam de Poitiers explique que ici, on est à Poitiers, c'est là Charles Martel a arrêté les musulmans, donc il y a toute cette convocation de l'histoire un peu mythique, etc. Et que la mosquée, elle est située au bon endroit, c'est là, ça s'appelle le pavé des martyrs, où là, les croyants ont été battus par les infidèles, et que, mais là maintenant, ça c'est l'histoire, mais maintenant on est dans une autre époque et on combat plus par l'épée mais par la prédication, et chaque semaine il y a des gens qui vont se convertir, et c'est très bien, et voilà. Alors c'est vrai que nous quand on lui dit, mais cher, vous adressez à qui? Aux Français ou aux Arabes? C'est-à-dire, vous dites quelque chose en français, c'est on est pour la coexistence, on est pacifique, puis en arabe, vous dites qu'en fait, vous êtes dans une espèce de reconquista, de prosélytisme. Et là, effectivement, il est un peu coincé, parce que là, il a les deux points de vue, quoi. Donc, effectivement, d'un point de vue, j'allais dire presque républicain, c'est on croit qui, quoi? Est-ce que quand vous dites ce que vous dites en arabe, c'est la vérité, ou ce que vous dites en français? Donc là, c'est vrai que tout au long du film et du livre, on essaie de dénouer un petit peu ces contradictions, ces doubles langages, parce que c'est vrai que, ça pose problème. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a fait un tour d'Europe. On n'a pas parce que là, alors il y a, pour revenir un peu à la carte, c'est-à-dire que les deux principaux pays qui sont visés par ces financements, donc encore une fois, il y en a 140 en Europe à peu près, il y a à peu près une grosse centaine de millions d'euros, et le premier pays touché, en tout cas ciblé, c'est l'Italie. L'Italie, presque une cinquantaine de projets, et notamment la Sicile, avec 11 projets de mosquées, de centres culturels. Donc eux, c'est vraiment les premiers ciblés en Europe. Et deuxième, c'est la France. On a à peu près une vingtaine de projets. Et ce qui est intéressant en France, c'est que nous, on nous a dit, mais parce qu'on a eu quelques critiques, tout ça, on nous disait, mais oui, mais ce que finance le Qatar, finalement, c'est pas beaucoup. En France, on a 2500 mosquées en France, hein, c'est un peu le chiffre du ministère de l'Intérieur. C'est pas, donc, 22 projets, c'est pas beaucoup. Sauf que nous, on explique que ces 22 projets, ils sont pas anodins. C'est pas des petits projets. En-Nour, à Mulhouse, c'est 30 millions d'euros, c'est quand même énorme. Et puis les autres, et ces 10 dernières années, les plus grands projets de mosquées en France, je parlais de Poitiers, à Reims, Dessines, il y a
a aussi Strasbourg, Villeneuve d'Ascq, tous ces projets, c'est les plus grands. C'est des projets, c'est à chaque fois 4-5 millions d'euros. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas les fidèles, voilà. Donc c'est des projets très emblématiques. Et l'autre chose, il y a aussi beaucoup d'influence, c'est-à-dire que ces projets financés par le Qatar, donc avec les frères musulmans, vous avez aussi, par exemple, les lycées. Les 2 plus grands lycées en France musulmans, le lycée Averroès à Lille et le lycée de Dessines à côté de Lyon, ils sont financés par le Qatar. Donc vous avez des financements. Donc là, on forme aussi des générations. Et puis 3e étage sur la pyramide, c'est l'Institut de formation des imams. Il y a un institut en France, avec un institut jumeau à Saint-Denis en banlieue parisienne, qui est à Château-Chinon, qui est le fameux centre pour former les imams de France. Et bien là encore, c'est le Qatar qui finance. Donc c'est pas simplement, on finance pas encore une fois des murs et on n'est pas dans la, comment dire, dans la quantité, mais on cible des choses très influentes, très pointues, qui permettent de diffuser. Parce qu'encore une fois, les frères musulmans, c'est un peu un mythe, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que c'est pas un parti de masse. Comme il l'a été en Égypte. En Égypte, c'était des centaines de milliers de militants. En France, en Europe, c'est quelques milliers. Et là, on est plutôt dans la conception, je dirais, pour faire une comparaison, un peu l'avant-garde léniniste, quoi. C'est-à-dire le parti de Lénine, on est une avant-garde qui va être un petit peu emmener, entre guillemets, les masses et qui va semer les germes partout. Et nous, c'est ce qu'on voit. Et d'ailleurs, on voit, ce qui est intéressant, c'est tout ce réseau européen. C'est-à-dire que tous ces gens se connaissent. On voit les passerelles, par exemple, entre la France et la Suisse. Là, je faisais allusion à, comment dire, à Château-Chinon, hein, l'Institut de formation des imams. Ben, on a découvert, en tout cas, il y avait déjà un journaliste qui avait découvert ça, c'était Antoine Payon de la Croix, où vous avez des valises de cash, d'argent, qui passaient de Suisse à Château-Chinon. Donc ça passe complètement sous le radar, parce qu'encore une fois, les gens nous disent, mais tout ça, c'est légal. Enfin bon, les valises de cash, c'est pas forcément très légal, hein. Il y a eu des notes des renseignements qu'on publie d'ailleurs dans le livre, vous les verrez dans le film. C'est légal, mais enfin bon, les valises de billets d'argent, alors vous verrez, on a un témoignage dans le film, on dit non mais ça c'est rien, on met dans une petite sacoche, il y a eu qu'une seule valise, et voilà. Bon, ça existe, quoi. Je veux dire, c'est pas, voilà. Ça c'est donc voilà, donc on occupe des lieux très stratégiques, très influents. Ce qu'on a aussi découvert, c'est qu'on n'est pas dans un financement un petit peu à la saoudienne où effectivement vous avez le roi Fahd par exemple qui a financé la mosquée de Lyon, la grande mosquée de Lyon, c'est le roi Fahd, il a fait un gros chèque et puis voilà. Là on est sur des financements très sophistiqués et c'est ce qu'on décrit un petit peu dans le livre. C'est pas simplement, alors vous avez le truc très traditionnel, la petite valise, hop, comme je vous disais, de Suisse, voilà, mais vous avez des formes d'investissement. Des investissements dans l'immobilier. On raconte, ils voulaient acheter, par exemple, un Bagnolet pour faire un centre pour les femmes. Ils ont acheté un immeuble, qu'ils voulaient convertir pour un centre familial. Ils voulaient acheter aussi en Savoie. Donc voilà, des investissements immobiliers. Alors, ils passent aussi par des associations, un jeu d'associations très complexe et qui se connaissent entre elles. Par exemple, là, je faisais allusion à Dessines. Eh bien, l'argent du Qatar est passé par une association de Strasbourg. Et puis après, qui reverse l'argent à Dessines. Donc vous avez des réseaux. Hein, vous avez aussi, et là c'est la mosquée, c'est pour ça que ça a posé problème, la mosquée d'El-Nour, là vous avez vu, ils passent par des fonds de dotation. Alors, les fonds de dotation, ça permet à des associations ou des organismes de biens publics de se financer, et vous avez une fiscalité spéciale, enfin c'est Sarkozy qui avait créé ça, qui permet, ou un journal, etc. Voilà. Sauf que c'est dans des domaines de biens publics. Voilà. Et là, ils ont utilisé ça, comment dire, pour El-Nour, hein, un fonds de dotation. Sauf que nous, on révèle, on a eu des notes de la préfecture, où effectivement la préfecture dit, mais oui, mais enfin bon, on n'est pas là pour financer, parce qu'ils voulaient financer aussi des cabinets dans la mosquée, des cabinets médicaux. Où effectivement, vous avez les médecins femmes qui examinent des femmes, etc. Donc voilà. Le préfet a dit, écoutez, vous êtes gentils, mais ça, c'est pas le bien public. Là, on est en train de financer le communautarisme. Voilà. Donc encore une fois, nous on n'est pas là pour faire peur, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même important d'avoir une vision de ce qui se passe localement. Ce qui nous a surpris aussi, c'est que les maires étaient souvent
pas au courant de ce qui se passait. Alors parfois volontairement. Parce qu'effectivement, il y a aussi, là on est à quelques semaines des municipales, donc quand vous pesez 10, 15, 20% de l'électorat, bah, c'est quand même bien d'avoir pour être élu, hein, donc c'est pas mal de faire des clins d'œil. Alors il y en a qui tiennent bon, hein. Moi quand j'ai été à Reims, le maire m'a dit, bizarrement, les gens de la mosquée m'ont dit, ça serait bien, en pleine campagne électorale la dernière, ça serait bien de faire des horaires pour les femmes pour les piscines. Alors, voilà, donc après faut savoir, voilà, donc les maires sont un peu parfois désarmés parce qu'ils sont mal informés. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'après la publication du livre, il y a un maire qui m'a appelé, on me dit il y a des gens qui veulent construire quelque chose en face de moi, de la mairie, on sait pas, ils viennent de Bosnie, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis allez voir les renseignements territoriaux, c'est leur job, hein. C'est leur boulot, c'est effectivement de voir qui est qui fait quoi, d'où vient l'argent, voilà. Donc il y a dans cette opacité, et puis il y a aussi des maires qui sont un peu naïfs, en tout cas qui, encore une fois, qui sont de bonne foi. Notamment on a parlé du maire de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord il y a quelques années. Effectivement, dans sa commune, les musulmans étaient assez nombreux, et puis ils voulaient une mosquée, ce qui est normal, et donc il démarche à la mairie, puis le maire il dit moi je peux pas, au nom de la laïcité, je peux pas, voilà, mais je peux vous aider sur les facilités administratives, on va essayer de faire quelque chose. Et puis quelques mois après, c'est plus les 5-6 musulmans qui viennent, mais c'est une association qui dit bah oui, mais nous on est une association, voilà. Puis après il s'aperçoit que c'est derrière il y a des pays qui arrivent, et puis après c'était le Koweït, le Qatar, et puis après c'est plus simplement une petite mosquée, mais on aimerait bien avoir un autre terrain pour faire un lycée. Et puis il s'est aperçu que voilà, il y avait une espèce d'ampleur que prenait le projet, parce que derrière, il ne faut pas être naïf, il y a aussi des forces, quoi. Il y a des forces qui travaillent, qui poussent leurs pions. Et tant que ça résiste pas, on avance, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que le livre il a été beaucoup lu dans les mairies, parce qu'effectivement ça permet un petit peu d'ouvrir les yeux. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser ou de faire un procès, voilà, mais il faut un peu de transparence. D'ailleurs, on l'a vu dans un pays, en Italie, l'Italie voisine, où on a aussi pas mal investigué, parce que c'était le premier pays qui réceptacle des projets. Encore une fois, une 50aine de projets, 11 en Sicile, hein. Et là, eux, sur l'islam, ils ont essayé de faire ce qu'on appelle le pacte, c'est-à-dire que eux aussi étaient confrontés à ces influences étrangères, hein, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, effectivement, voilà. Et eux ont fait une espèce de charte pour toute nouvelle construction de mosquée. C'est-à-dire que, on veut savoir, qui est l'imam. 2, on veut le prêche en italien. 3, on veut savoir qui finance, financements locaux, étrangers. Voilà, donc on veut avoir une vue, finalement, de ce qui se passe. Parce que derrière, encore une fois, nous, ce qui nous intéressait, évidemment, c'était de suivre l'argent, mais l'argent n'est pas neutre. C'est pas simplement, c'est pas, encore une fois, on distribue pas de l'argent pour rien. Derrière, il y a quand même un projet, il y a des idées, il y a des forces. Donc, toujours. Et c'est pour ça qu'en France, on a un peu ce débat. C'est effectivement, il faut savoir qui fait quoi, etc. Et l'histoire qu'on nous sort, c'est les fidèles qui financent. Bon, voilà, ils financent pas 30 millions d'euros, hein, 5 millions d'euros, 6 millions d'euros, ils financent pas. Donc, c'est pas possible. Donc, encore une fois, l'enjeu de ce livre, c'est effectivement pointer du doigt sur certaines défaillances, ou en tout cas des angles morts, hein, sur le financement de l'islam en France et en Europe. Il y a vraiment besoin de transparence, hein, de savoir qui fait quoi. C'est aussi, comment dire, pas une mise en garde, mais effectivement, cet islam communautaire, évidemment, quand ça commence à s'infiltrer, après, c'est difficile après de revenir en arrière. Voilà. Et alors, pour un petit peu terminer, c'est-à-dire que, je disais, cet argent est venu au moment de l'apothéose du Qatar. Encore une fois, l'émir ne savait pas quoi faire d'argent, donc cette décennie 2010, 2016, voilà, où là, effectivement, le Qatar se pensait le roi du monde arabe, ils achetaient tout le monde, ils investissaient au PSG, etc. Donc, voilà. Alors, évidemment, à un moment donné, ils ont énervé leurs voisins, notamment les Émiriens et les Saoudiens, qui effectivement se sont dit c'est quoi ces histoires, ces Qatariens qui sont une petite tribu, qui sont en train de faire la pluie et le beau temps dans le monde arabe au moment des printemps arabes, qui se mettent de tout. Encore une fois, il ne faut jamais oublier 300 000 habitants, hein. 300 000 habitants, c'est Angers ou Reims, hein. C'est comme si à la limite Monaco, à la limite dirigeait l'Europe. Enfin, c'est un peu l'échelle, quoi. Donc à partir de là, ils se sont pris un coup de
de bâton sur les doigts, c'est-à-dire qu'en 2017, les voisins ont imposé un blocus au Qatar. Parce qu'ils en avaient un peu assez, justement, qui s'ingèrent dans toutes les affaires du monde partout. C'est-à-dire et notamment, on a bien vu au moment des printemps arabes, ils ont soutenu Ennahda en Tunisie, les frères musulmans en Égypte, ils ont soutenu les gens, les frères musulmans en Syrie, y compris les plus radicaux. Ils ont financé, etc. Donc, à un moment donné, je dirais que le Qatar est revenu à son étiage, c'est-à-dire que sa taille normale d'un pays de 300 000 habitants, certes très riche, très influent, mais qui n'est qu'une rue de Riyad ou une rue de Téhéran. Et donc, blocus. Et nous, c'est intéressant parce que on a commencé l'enquête début 2017 et on a vu le changement à partir de juin 2017, où il y a l'embargo. Et après, on a vu le Qatar lever le pied sur tous les financements, notamment... le bureau qui gère tous ces financements était à Londres, il était dans un beau quartier de Mayfair à Londres, et bien subitement il a disparu, et donc ils ont fermé, mais comme ils sont malins, c'est pour ça qu'il faut toujours suivre à la trace, ils ont recréé Qatar Charity sous un autre nom qui s'appelle Nectar Trust. Donc Nectar Trust, c'est un truc un peu, sous les radars aussi, mais il n'y a plus le Qatar, quoi. Donc là on essaie de... Et puis... ils ont levé le pied un peu sur la Suisse, sur beaucoup de projets, parce que là, effectivement, il y a un truc qui n'aime pas le Qatar, c'est la mauvaise publicité. Et là, ils étaient un peu pris dans le faisceau. Et là, ils se sont un petit peu, rétractés et mis un peu en sourdine leur financement. Ce qui n'empêche pas que les 140 projets, ils existent toujours, qu'il y a eu des liens, etc., de créer ces réseaux. Voilà. Donc ça, on l'a vu vraiment de manière très nette. Et donc aujourd'hui, le Qatar maintenant n'a plus qu'un objectif, c'est de faire le dos rond, de résister à ses voisins qui lui ont mis quand même une pression énorme, d'organiser sa Coupe du Monde, parce que c'est quand même l'objectif, c'est dans 2 ans, la Coupe du Monde de foot, c'est le grand objectif de Qatar, et de faire un peu oublier son image sulfureuse que nous on a révélée, parce qu'effectivement peu de gens étaient au courant de ce soft power religieux. Encore une fois, c'est quand même pas courant qu'un petit pays quand même veuille investir partout. Alors ce qu'on a vu aussi, et ça sera pas l'objet d'un prochain livre, parce que là avec cette trilogie on a bien donné sur ça, mais ce qu'on constate et ce que les services de renseignement constatent, c'est que le Qatar lève le pied sur ses financements, mais vous avez sans doute suivi l'actualité, le Qatar s'est allié à la Turquie, les frères musulmans, Erdogan, et donc ce qu'on voit, c'est que finalement l'argent du Qatar ne va pas s'employer directement, mais va passer par les Turcs. C'est-à-dire que c'est les Turcs qui vont récupérer l'argent et qui vont après construire des mosquées, etc. Et donc les financements vont se diversifier. Donc ça, on est dans une peut-être 2e phase ou 3e phase de ce prosélytisme entre guillemets. Et donc c'est plus dangereux, parce que là, vous avez la Turquie, 80 millions d'habitants, avec un Erdogan qui est quand même assez fougueux et sanguin, qui pousse ses pions partout, on le voit en Méditerranée, et la religion fait partie des outils d'Erdogan. Moi, notamment pour le livre, j'ai été au Kosovo et dans les Balkans, et c'est là où les Turcs poussent énormément. Ils construisent les mosquées, ils financent, etc. Il y a vraiment, entre guillemets, on reprend un peu les terres ottomanes. Donc le Qatar est maintenant très lié avec la Turquie, du fait de cet embargo. Les Turcs ont d'ailleurs, pour la première fois, et ça c'est quelque chose de sans précédent, c'est-à-dire que les Turcs ont une base militaire maintenant au Qatar. Ce qui est nouveau. L'émir Tamim, comme il aime bien Erdogan, pour son anniversaire, il lui a offert un Boeing 737 ou 747 en signe de bonne volonté, parce que la Turquie était en difficulté financière, donc il lui a offert voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de très... Et le Qatar soutient à fond l'économie turque. C'est-à-dire que c'est vraiment la banque centrale, parce que les Turcs sont dans une situation maintenant très compliquée, parce qu'ils ont beaucoup de défis, etc. L'économie va bien, et c'est le Qatar qui rend flou. Donc là, on a une alliance Doha-Ankara qui est très forte, et encore une fois, la conclusion, c'est qu'il faudra suivre. Encore une fois, les services suivent ça, c'est-à-dire que la force un peu qui pousse, maintenant, c'est la Turquie. La Turquie qui pousse ses pions en Allemagne, forte avec les Kurdes, les Turcs, il y a beaucoup de là, et un peu partout en Europe. Donc c'est un peu ça. Donc encore une fois, ces papers sont très révélateurs d'une période, une bonne dizaine d'années, avec encore une fois des ramifications dans toute l'Europe.
comme je disais, Jersey, le Luxembourg. Enfin, il y a des lieux assez improbables. Vous avez, comment dire, au niveau européen aussi, on décrit aussi dans le livre des associations, des lobbies de musulmans pour l'Europe. Ils sont aussi. Et puis vous avez, alors ça j'en ai pas parlé, le fameux Cheikh Karadawi, qui a créé à Dublin le Conseil européen de la fatwa et de la réflexion. C'est-à-dire que c'est une espèce de centre qui a à peu près une quarantaine d'imams du monde arabe, enfin, etc., qui finalement essaie d'adapter l'islam aux conditions européennes. Mais le problème, c'est que ces gens qui forment ce conseil, c'est des Soudanais, c'est des Mauritaniens, des Saoudiens qui vont expliquer à des musulmans européens comment on pratique l'islam. Donc c'est vrai qu'il y a encore, il y a là un peu un hiatus parce que voilà, l'islam européen, il a sa propre vie, je dirais, et l'enjeu un petit peu pour terminer, mais c'est un enjeu presque philosophique et politique, c'est-à-dire ce qui pose finalement ces mouvements d'islam politique qui confrontent la démocratie et nos régimes, c'est effectivement est-ce que c'est l'Europe ou la France qui doit s'adapter à l'islam ou c'est l'islam qui s'adapte à l'Europe ou à la France. Et là, on est dans un vrai débat et les lignes bougent. Et c'est un vrai combat, enfin oui, un combat qui se joue effectivement en termes géopolitiques, hein, Qatar, la Turquie, et puis qui se joue dans une municipalité à Dessine, dans la banlieue lyonnaise. Donc c'est pour ça que c'était intéressant pour nous de ce livre, parce que là on fait vraiment on articule vraiment le côté local français, italien, on était en Suisse, en Allemagne, etc., avec finalement des problématiques qui intéressent tout le monde, qui sont géopolitiques, qui sont religieuses et qui finalement interpellent les citoyens. Et nous, le but de ce bouquin, c'était un petit peu de mettre quelque chose sur la table, quelque chose aussi de documenté, parce que c'est très difficile de les prendre la main dans le sac. C'est-à-dire que on parle des islamistes, des machins, mais tant que vous n'avez pas des preuves, parce que vous dites qu'on est des extrémistes, ou qu'on est acheté, mais prouvez-le, quoi. Et là, on leur donne on a l'échec. Donc là, effectivement, ça remet un peu en question, et ça, effectivement, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'après la diffusion du film, et puis la diffusion la publication du livre, on a eu 0 réaction. 0 procès, rien. C'est-à-dire que ce soit du Qatar ou des gens en France, ou en Europe, hein, qu'on a interviewé, hein, silence radio. Donc voilà, parce que effectivement on a des documents. Donc c'est ce qui fait un petit peu la force du livre. Et puis vous verrez, encore une fois, si vous regardez le film, c'est que là vous avez, j'allais dire, la preuve par 9. C'est-à-dire que vous avez les types, on peut pas, le double langage. Vous dites vous touchez pas, on vous dit monsieur c'est votre signature. Et, ah bah oui j'ai oublié. Voilà, j'ai pas mal parlé, mais on peut échanger parce que je pense que ça peut susciter des questions. Voilà.